Bonjour à tous, je vous invite à découvrir un enseignement qui s'intitule La Kabbale des 12 maisons que nous devons en réalité à l'un de nos plus grands astrologues français, Morin de Villefranche, et qui est consigné dans ce petit livre qui correspond donc à la couverture que je projette. En fait, souvent, on étudie les attributs des maisons comme un catéchisme, c'est-à-dire la maison 1, c'est la vie, c'est la résistance physique, la maison 2, c'est les finances, bon, la maison 3, c'est les frères et sœurs, j'essaierai de m'en souvenir. Donc, c'est un petit peu un catéchisme. Bon, quand on essaye d'y mettre un petit peu d'ordre, de logique, on se dit, bon, la maison 1, c'est moi, la maison 7, c'est les autres. La maison 3, c'est mes petits voyages. La maison 9, c'est les voyages à l'étranger. Ouais, voilà, on essaye de trouver une logique. En réalité, cette logique est tout à fait différente de celle auxquelles nous sommes habitués. Et sur deux points. Si vous avez étudié l'astrologie avec maison 1, maison 7, maison 2, maison 8, maison 3, maison 9, sachez que c'est quelque chose de relativement récent et ça ne correspond pas aux enseignements traditionnels. Le mot Kabbale d'ailleurs signifiant tout simplement tradition ou transmission. Si vous avez étudié l'astrologie avec Bélier égale maison 1, Taureau égale maison 2, Gémeaux égale maison 3, sachez que c'est quelque chose qui s'est imposé au XVIIe, XVIIIe siècle, mais qui n'existait pas auparavant et qui d'ailleurs, lorsqu'on le regarde d'un petit peu plus près, est relativement incohérent parce que ça nous amène à mettre en rapport le Cancer avec la maison 4. Or, le Cancer, c'est le solstice d'été, là où le soleil est au plus haut dans le ciel pendant l'année, et je le mets en rapport avec la maison 4, le fond du ciel, là où le soleil est au plus bas dans la journée. Et puis, inversement, bien sûr, pour la maison 10, où le soleil est bien au plus profond du solstice d'hiver en dessous de nous, et puis la maison 10, le milieu du ciel, c'est la culmination. Donc là, ça ne tourne pas très très rond comme système. En réalité, voilà quelle est la logique sous-jacente telle que Morin de Villefranche nous l'a transmise dans ce texte qui s'intitule donc La Kabbale des 12 maisons. Je dois préciser que ce petit livre est composé de chapitres traduits de Morin, mais chaque chapitre traduit de Morin par Pepita Sanchis-Liasser est suivi d'un chapitre de réécriture de façon moderne, de telle manière que vous puissiez vous en servir de façon immédiate. Donc, la Kabbale de 12 maisons, je vous invite à visiter le livre et les projections qui vont se succéder correspondent en fait au résumé de ce que contient chaque chapitre du livre. Comme ça, vous pourrez lire le livre sans difficulté quand vous épuiserez dedans. Puis même si vous ne le lisez pas, vous verrez que vous aurez découvert quelques astuces oubliées. Voilà à quoi ressemble le texte d'origine. Ça, c'est pour remercier tout le travail que Pepita Sanchis-Liasser fait pour l'astrologie, parce qu'elle se bagarre avec des textes dont la typographie n'est pas toujours un modèle de clarté. Donc ça, c'est un extrait de l'astrologie française, l'Astrologia Gallica de Morin de Villefranche. C'est le livre 17, et c'est donc ce livre 17, ça veut dire ce chapitre 17, qui est donc traduit et commenté. Morin va se poser la question suivante. Il doit y avoir, derrière les attributs des maisons, une logique sous-jacente. Parce que tout ce qui est dans la nature l'est avec poids, formes et mesures et avec une certaine logique. Donc, il va retrouver les attributs des maisons sans jamais forcer quoi que ce soit, de manière purement logique, de manière purement naturelle, et nous allons le suivre dans sa démonstration. Les astres se lèvent et, très naturellement, c'est mis en analogie avec la naissance. Pour les anciens, vous aviez l'océan, le soleil se levait par-delà l'océan, et c'était véritablement la naissance du soleil. Quand on dit que c'est un nouveau-né qui voit le jour, l'expression est parlante. Et puis, le soleil va vers sa culmination, et la culmination, eh bien, montre
la personne en plein potentiel, c'est-à-dire à l'époque de sa vie où elle est en pleine possession de ses capacités pour véritablement agir. Et le soleil continue, décline et se couche. Or, le coucher est le lieu des morts, autant le lever est le lieu des vivants, autant le coucher est le lieu des morts. Rappelez-vous, par exemple, que dans la vallée des rois en Égypte, eh bien, c'est à l'ouest que sont les tombes, parce que c'est là que le soleil tout simplement se couche. Donc c'est significateur de mort. De la même façon, quand on avait les anciens cimetières qui étaient proches tout autour des églises, en fait, le cimetière était plutôt à l'ouest. Quand on avait des échafauds pour pendre les gens qui avaient fait des bêtises, ils étaient à l'ouest de la ville. Voilà. Donc un jour, une Bretonne était interrogée, une Bretonne âgée, et pour dire qu'elle allait bientôt mourir, elle disait « je rame vers l'Occident ». Donc c'est le coucher qui est en rapport avec le déclin. Et puis on a enfin, après ce déclin, eh bien, le fond du ciel, l'anticulmination, là où le soleil est au plus profond du ciel, et là c'est en rapport avec la corruption. Alors corruption dans le sens non pas politique, mais au sens où tout ce qui est composé reviendra à un moment donné à ses formes les plus simples, à ses formes primitives. Donc, voyons d'un petit peu plus près tout cela, mais jusqu'ici, nous n'avons rien tiré par les cheveux. C'est simplement l'analogie avec la vie humaine telle que n'importe quel esprit sensé l'aurait indiqué. Personne n'aurait mis en rapport le moment où le soleil se couche avec la naissance de l'individu. Donc, nous poursuivons, toujours sans tirer par les cheveux, pour reconstruire cette logique des maisons. Ce qui présentera un grand intérêt, c'est que si vous êtes étudiant d'astrologie, si vous commencez votre astrologie, vous n'aurez rien à apprendre par cœur, parce que tout ça sera tellement logique que ça vous viendra tout de suite en tête. Dans le chapitre 3, eh bien, il y a tout simplement un développement de ce que nous venons de voir. Dès les origines de l'astrologie, là je vais lire le texte, dès les origines de l'astrologie, le ciel fut divisé en 12 maisons. Contrairement à ce que laissent entendre les contradicteurs, c'est Morin qui parle, cette division en 12 n'est pas arbitraire, et Morin va le démontrer sans tirer les faits par les cheveux, comme je vous l'ai expliqué déjà. Et au passage, il rectifiera quelques déformations qui se sont glissées dans les manuels. Alors, pour Morin, on est évidemment avec une astrologie qui a une dimension spirituelle, c'est-à-dire qui ne se réduit pas au physique et à la psychologie de l'individu. Il y a une dimension spirituelle. Alors, si ces mots-là, Dieu et ainsi de suite, vous gênent, vous en prenez d'autres, il n'y a pas de problème, mais je vous explique quand même de quoi ils retournent, tout simplement parce que les anciens, tous les médiévaux, ont considéré que la nature était pleine des vestiges du divin. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, tout d'abord, le mot Dieu, ça vient d'une racine indo-européenne qui veut simplement dire ce qui brille, ce qui est lumineux. Donc, ne fantasmons pas sur le sujet. Ensuite, il y a une cause, une vibration fondamentale et autonome, voilà, qui tisse tous les univers, dont tous les univers sont issus. Mais cette cause fondamentale, elle était nommée Père pas parce que c'était un mec, pas parce que c'était le vieillard barbu de Michel-Ange, mais tout simplement parce que c'était l'origine, et que pour les anciens, eh bien, quand on faisait un petit, et la petite graine, c'était le père qui l'avait et qui la donnait à la maman, et puis la petite graine se nourrissait des substances de la mère. C'est pour ça que, par exemple, les filiations royales passaient par les hommes. Donc ce n'était pas vraiment du machisme, c'était une sorte d'application qui leur paraissait logique de la génétique de l'époque. Donc il y a une cause qu'on appelle père, on pourrait l'appeler mère ou père-mère, d'ailleurs les anciens textes l'ont fait sans complexe, les textes gnostiques, et quand je parle du son et du souffle sortent de ma bouche. Le son n'est pas le souffle n'est pas le son, mais vous ne pouvez pas les séparer facilement. Or, il se trouve qu'en hébreu, le souffle, c'est au féminin,
Donc c'était la branche, si on peut parler, féminine de ce qui sortait de cette cause première, et puis le son, le verbe, le logos, eh bien, en hébreu, c'était masculin. Voilà, c'est tout simple. Eh bien, le verbe, le logos, ce qui est masculin, on l'a appelé le fils, pas parce que c'est un mec, mais tout simplement parce que c'est issu de la cause première, du Père. Et puis le Saint-Esprit, esprit, ça vient du latin spiritus, inspirer, aspirer, aspirateur. Donc c'est tout simplement le souffle. Donc, eh bien, il y avait ce Saint-Esprit qui en fait était féminin, c'est pour ça qu'on le représentait comme une colombe, eh bien, c'était le bras féminin du principe unique de la cause première, et puis il y avait le bras masculin qui était donc l'autre côté, le Fils. Voilà, donc c'est simplement pour vous dire, il y a un principe premier, et de ce principe premier sortent deux puissances opérantes qui opèrent dans le monde, et dont l'une est analogiquement féminine et l'autre analogiquement masculine. Et c'est tout ce qu'il y a à retenir à ce stade. Or, dans toute la création, il y a le vestige de ça, de cette dynamique-là. Et c'est d'ailleurs pour cela que le trigone est considéré comme l'aspect le plus parfait et le plus harmonieux de tous, puisqu'il est l'un de ces vestiges que cette triade, cette sainte triade, a laissé dans la nature. Et pour Morin, eh bien, il va considérer que chacun des quatre angles, ascendant, milieu du ciel, descendant, fond du ciel, que nous avons rencontrés auparavant, eh bien, chacun des quatre angles génère ce triangle. C'est-à-dire, c'est à l'image de ce que nous venons de voir ensemble, de découvrir ensemble. Chacun des quatre anges eh bien, correspond à une cause et qui génère ces deux bras qui opèrent comme nous venons de le voir. Ça va être plus clair avec l'image suivante. On va donc considérer que l'existence humaine se divise en quatre âges. Il y a l'enfance, on l'a vu, la jeunesse, la maturité, la vieillesse. Ces quatre âges sont en rapport avec la naissance, la plénitude, le déclin et la mort, vu au chapitre 2, puisque nous visitons là le livre chapitre par chapitre. Et dans le comportement humain, cela se traduit bien la naissance par la vie, vita, la pleine possession de ses moyens, ça se traduit par l'action, milieu du ciel. Ensuite, on a l'union pour la reproduction. Et puis, on a le fond du ciel, la passion. Attention au mot passion, ça veut dire ce contre quoi on ne peut pas faire grand-chose. Ma génétique, mon pouvoir est limité dessus. Mais ma ligne ascendante, mon père et ma mère, mon pouvoir est limité dessus. Voilà, donc c'est ce par rapport à quoi on est passif. Donc, chacun de ces quatre angles va être intéressant parce que chacun de ces quatre angles que nous avons vu avoir une signification très naturelle, eh bien, génère deux bras qui opèrent dans le monde et évidemment quatre angles avec une cause et deux bras, ça va faire 12 maisons. 4 fois 3, 12. Visitons-les de plus près. Le triangle de la vie, c'est donc celui qui est généré par l'ascendant. Eh bien, ce triangle de la vie, il va se déployer. Et il va y avoir l'homme qui vit en lui-même, c'est-à-dire sa résistance physique, sa constitution physique, sa capacité à l'emporter sur les assauts des maladies, et ainsi de suite. Et puis, l'homme vit ou survit en Dieu, maison 9, donc tout ce qui est spirituel va se trouver là, mais il survit également par sa descendance, par ses enfants, donc la maison 5. Voilà, donc nous avons maison 1, l'homme vit en lui-même. Nous avons maison 9, l'homme vit en Dieu. Vous l'appelez comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Et vous avez la maison 5, l'homme vit en ses enfants. Donc c'est le triangle de la vie.
Et l'on voit que lorsqu'on veut aborder un thème et comprendre vraiment toutes les dimensions de la vie dans ce thème, eh bien, ce sont les maisons 1, 5 et 9 que l'on regarde. Et toutes les trois ont un rapport direct avec la vie, même si c'est sur un plan différent. Du milieu du ciel procèdent deux autres maisons, enfin un triangle, et avec les maisons 6 et la maison 2, eh bien, c'est le triangle de l'action. Nous avons vu ensemble que lorsqu'on était en pleine possession de ses moyens, là où le soleil culminait, eh bien, c'était là où l'action complète, la plus totale, la plus ouverte, la plus pleine est possible. Eh bien, cette cause, cette antenne, cette porte avec le ciel, qu'est le milieu du ciel, génère donc ces deux autres maisons comme effet. Et le triangle de l'action est donc généré par le milieu du ciel. Il y a les biens immatériels, c'est-à-dire le statut social, avec la carrière, etc., avec la maison 10. Il y a les biens matériels et sensibles, c'est-à-dire vivants. Donc ça peut être aussi bien mes employés, mais dans un autre contexte, par exemple d'astrologie horaire, ça peut être mes animaux domestiques. Et puis il y a les biens matériels et non sensibles, c'est-à-dire non vivants, c'est mon compte en banque, c'est ma voiture, c'est mes bijoux, c'est mon carnet de chèques, c'est ce que j'ai à moi, mais qui est sans la moindre trace de vie. Donc si je reprends, le triangle de l'action génère ces deux bras que nous avons rencontrés et la cause, eh bien, c'est le milieu du ciel, les biens immatériels, le savoir-faire, les dignités, les honneurs vers lesquels l'homme s'élève. La maison 6, les biens matériels et sensibles, les employés, les animaux. La maison 2, les biens matériels et non sensibles, les richesses au sens habituel du terme. Donc là encore, maison 2, 6, 10, nous sommes dans une logique qui est beaucoup plus évidente que de dire maison 2 par rapport à la maison 8, maison 10 par rapport à la maison 4. Là, on est quelque chose qui a vraiment un point commun, c'est l'action et les ressources. De la cuspide de 7, le descendant, eh bien, sont générées deux autres maisons, toujours ce vestige d'une dynamique avec un principe unique qui a ces deux bras d'action, et ça génère eh bien, la maison 7, l'union des corps, c'est-à-dire la vie conjugale, la maison 3, l'union du sang, les frères et sœurs, et puis la famille proche, et puis la maison 11, l'union du bon vouloir, donc les relations amicales. Et là encore, on est beaucoup plus avec une logique dans ce triangle des affinités humaines que de dire maison 5, maison 11, quel est le rapport entre les deux. Donc, je récapitule. Nous avons le triangle de l'Occident où le natif est vu comme associé, cette fois-ci, et c'est le triangle de l'union, des affinités humaines, l'union du corps, vie conjugale, vie commune, l'union du sang, les frères, les proches parents, l'union du bon vouloir, les amis. Et il nous en reste un petit dernier, c'est le triangle des passions, c'est-à-dire le triangle de ce contre quoi on ne peut pas faire grand-chose. Et ce triangle, eh bien, il est généré par le fond du ciel, qui génère donc les maisons 12 et 8. Effectivement, nous avons la passion qui est subie au début de la vie, maison 4, donc papa-maman, la passion qui est subie la vie durant, c'est-à-dire les enquiquinements que l'on rencontre dans cette vallée de larmes, et puis la passion qui est subie à la fin de la vie, la mort. Et
si je récapitule là encore, donc le natif est ici vu comme patient, donc un peu baladé par ce qui lui arrive, contrairement au milieu du ciel où il était vu comme actif. Et nous avons donc la maison 4, la passion subie au début de la vie, donc les biens et les maux que le natif peut attendre de ses parents, bagage génétique compris. La maison 12, la passion subie la vie durant, donc les maladies, les servitudes, les enfermements, les emprisonnements, les hospitalisations, etc. Et puis la maison 8, qui est la passion subie à la fin de la vie, la mort, parce que jusqu'à plus ample informé, même si je saute comme un cabri sur ma chaise, comme le disait le général de Gaulle, en disant libre arbitre, libre arbitre, libre arbitre, je crains qu'il y ait quelques limites. Donc voilà comment vous pouvez très très facilement vous souvenir des attributs des maisons en ayant en tête d'une part cette structure qui obéit à une logique toute simple, et puis d'autre part en étant conscient qu'à l'arrière-plan, il y a quelque chose de spirituel, parce que au-delà de ce que vous interprétez, quand vous allez parler des frères, des sœurs, etc., ce qui vous semble être un petit peu parfois de la bonne aventure, en réalité, puisque vous êtes astrologue, à l'arrière-plan, vous voyez le principe qui est en action jusque dans les situations les plus banales de l'existence quotidienne. Et c'est quand vous percevez ce principe en action que vous êtes véritablement astrologue. Morin nous dit, c'est le chapitre 6, que ça permet de rectifier des erreurs. Par exemple, certains astrologues, on pense surtout à Ptolémée qui avait une grosse importance historique, avaient dit que pour les enfants, on pouvait regarder côté de la maison 11. Et Morin vous dit non, ça c'est une erreur, c'est parce que comme les enfants sont en maison 5, eh bien, et qu'une planète en maison 5, automatiquement, elle s'oppose à la maison 11, on a cru que la maison 11 pouvait renseigner sur les enfants. Voilà. Et puis, il vous prend comme ça un ou deux autres exemples d'erreurs de perception qui se mettent en évidence une fois qu'on a compris cette logique sous-jacente que je viens de vous exposer. Ensuite, eh bien, puisque il y a toujours à la fois dans l'astrologie réellement traditionnelle le côté très concret, vérifiable de l'interprétation en termes d'existence humaine, et en même temps la compréhension du plan spirituel dont cette existence humaine est une métaphore, est une figure de style, et sans confusion avec le niveau psychologique, qui fait partie de l'existence humaine mais qui n'est pas le plan spirituel, eh bien on peut, une fois compris cette logique, trouver des analogies intéressantes. Alors là, après, c'est un petit peu l'imagination parfois, mais ça peut être très, très curieux. Alors Morin vous dit, voilà, l'homme, il a une double nature. Il a une nature animale, et puis il a une nature rationnelle, mais au sens ancien du terme, c'est-à-dire une intelligence apte à l'abstraction. Et il va vous dire, voilà, quand on regarde le mouvement diurne, c'est-à-dire les maisons dans le sens du soleil qui part du lever jusqu'à la culmination, eh bien, ça, c'est l'appétit, c'est l'instinct sensitif, c'est-à-dire la partie animale en vous. Et l'homme, ça commence avec moi, je, mon, moi, et puis ça va vers la compétition, le besoin d'être vu, le besoin d'être le premier que représente la maison 10. Alors que dans une démarche spirituelle, et là ça sera l'ordre du zodiaque, ce qu'on appelle le mouvement secondaire, par rapport à ce qu'on vient de voir, le mouvement diurne qui est le mouvement primaire, eh bien dans l'ordre du zodiaque, c'est un petit peu le contraire. Ça commence avec moi, et puis comme dans n'importe quelle tradition spirituelle qui tient la route, eh bien ça va vers le non-moi. C'est-à-dire que
je me libère de toute particularité, de toute programmation individuelle, psychologique, génétique, etc., pour devenir l'homme en soi, l'homme générique, l'archétype de l'homme. Et ça, c'est le thème vu dans ce sens-là, donc de la maison 1 à la maison 4, donc le sens des signes du zodiaque. Donc voilà, là encore, c'est parce que c'est le contenu du chapitre 7 que je vous l'explique. Mais une fois que vous avez compris ça, vous pouvez lire le petit livre et vous apprendrez des tas de petites choses en plus. Alors le chapitre 8, c'est un petit peu plus complexe parce qu'il va nous parler d'Adam et Ève. Moi, je vais vous la faire en version écolo, mais c'est exactement la même chose. Quand il n'y avait que Adam et Ève, eh bien, il n'y avait pas de dominant-dominé. Il n'y avait pas de supérieur hiérarchique. Il n'y avait pas de patron, il n'y avait pas de chef. Bon. Et la question que pose Morin, est-ce qu'à ce moment-là, la maison 10, par exemple, et puis la maison 6, avaient les mêmes attributions qu'aujourd'hui, puisque ces attributions n'avaient pas lieu d'être. En version écolo, ça donne le contrat social de Rousseau. C'est-à-dire, voilà, vous avez des hommes qui décident de faire société et qui sont sur un pied d'égalité et où chacun abdique une part de liberté en vue du bien commun. Et jusqu'à ce qu'il y en ait un qui dise « c'est moi, c'est à moi », eh bien, on est dans une société parfaitement égalitaire, celle du bon sauvage, au sens où Rousseau l'expliquait. Et donc, dans cette société parfaitement égalitaire, que pouvait bien représenter la maison 10 et que pouvait bien représenter la maison 6, puisqu'il n'y avait pas de supérieur hiérarchique et puis il n'y avait pas de subordonné. Et c'est là que Morin répondrait, enfin, il répond pour Adam et Ève, et moi je vous réponds par rapport à Rousseau. Il y a un truc qui tourne pas rond dans votre système là, du contrat social, c'est que petit 1, pour que ces gens aient décidé de faire société, il faut bien qu'ils communiquent, qu'ils aient un moyen de communiquer. Donc, ça veut dire que la société existait avant qu'il y ait ce contrat social. Ce contrat social ne fait que la formaliser. Mais là, ça ne répond pas à la question de la maison 10 et de la maison 6. Mais ces gens, pour qu'ils aient décidé de faire société, ils étaient tous adultes. Et ce n'est pas les bébés qui ont décidé de faire société. Et comment a-t-il pu se faire que, comment ces gens ont-ils pu parvenir à l'âge adulte? Eh bien, parce que quand vous venez au monde, vous avez une hiérarchie, une inégalité protectrice, un père et une mère qui ont des droits que vous, en tant que bébé, vous n'avez pas, sinon vous êtes mort en 2 heures, si c'est votre besoin du moment qui doit systématiquement être étanché. Et donc, du coup, il y a bien, dès l'origine, une réalité à cette maison 10 qui montre une autorité, et puis éventuellement la maison 6 après pour les questions de travail. Donc les attributs de la maison 10 fonctionnaient déjà dès l'origine. Voilà, donc c'est pour, je vous dis, je vous la fais en mode écolo, mais c'est, il prend un autre exemple. Ça, on en termine avec ce petit livre auquel j'ai rajouté 2 annexes, parce que cette répartition, cette approche des maisons par triangle, ça n'est pas une nouveauté. Et je vous ai ici mis des correspondances qui proviennent de l'astrologie de l'Inde et que l'on trouve dans des textes qui sont maintenant vieux de 15 ou 20 siècles et qui justement déjà classaient aussi les maisons par triangle. Donc ce sont les mêmes triangles, ils portent des noms différents et ce sont ces noms que nous allons voir parce que ça peut continuer à compléter votre sensibilité, votre perception des maisons. Donc les maisons du triangle de la vie, pour reprendre l'expression de Morin, donc c'est les maisons du dharma, c'est-à-dire la réalisation de soi sur le plan
Morale et psychique. Alors morale, c'est le mot psychique hein, qu'il faut mettre parce que chez les anciens, le mot psychique n'existait pas. Quand on parle des maladies physiques et morales, ça voulait dire les maladies physiques et psychiques. Et puis le triangle du milieu du ciel, 2, 6, 10, eh bien, Artha, en sanskrit, la réalisation de soi sur le plan social, sur le plan de l'action. Donc on trouve la même chose quasiment. Hein. Kama, pensez au Kama Sutra. Sutra, ça veut dire c'est les versets. Hein. Eh bien, maison 3, 7, 11, donc c'est le triangle des affinités humaines chez Morin. C'est la réalisation de soi sur le plan sensuel, sensuel étant à prendre au sens large, hein. Donc que ce soit amical, que ce soit fraternel ou que ce soit conjugal. Et puis moksha, la libération, l'éveil, c'est la réalisation de soi sur le plan spirituel, parce que si en apparence, enfin si concrètement ces maisons nous impriment une marque en nous et nous conditionnent, en même temps elles ont une dimension spirituelle qui est extrêmement marquée au sens de se libérer de sa petite personne. Donc voilà, prolongement en termes d'astrologie de l'Inde. Et un astrologue méconnu aujourd'hui, ce qui est bien dommage, parce qu'il avait donné un bon coup de pied dans le derrière des autres astrologues en matière d'astronomie notamment. Donc Pierre Rougier, 1884-1953, qui avait pris comme pseudonyme Don Néroman. Alors le don, parfois, sur ses livres, ça a été écrit avec un M, parfois un N. Donc il n'y a pas une orthographe qui est bonne et l'autre qui ne le serait pas. Et je vais lire son texte tel qu'il se trouve résumé dans son traité d'astrologie rationnelle, alors où il développe tout ça évidemment beaucoup plus, mais il en fait un petit résumé. Donc c'est ce résumé que je vais lire, et puis je vous invite à vous plonger et à découvrir également ces livres qui sont pleins de pépites. Vous vous rappelez, c'est donc Néroman qui parle, que le sensitif, c'est-à-dire la domification, les maisons, la sphère locale, se divise en 4 triplicités comme le zodiaque. Celle des dynamismes, celle des fins, celle des concours et celle des obstacles. Donc dynamisme, ça sera le triangle de la vie. Les fins, ça sera le triangle des ressources, 2, 6, 10. Les concours, évidemment, les affinités humaines, 3, 7, 11. Et les obstacles, 4, 8, 12. Et Néroman ne connaît pas le texte de Morin. Donc c'est intéressant de voir comment il redécouvre cette logique-là. Correspondant aux 4 éléments feu, terre, air, eau, cette triplicité détermine les significations de chacune des maisons. Je vais donner ces 12 significations. Triplicité des dynamismes, maison 1, 5, 9. En bref, 1 est la personnalité, 5 la descendance, 9 le rôle social, le tout au sens actif, dynamique, potentiel. Triplicité des fins évolutives, hein, c'est son texte à lui avec ses mots à lui. Maison 2, 6, 10. En bref, la 2 est la richesse, 6 le foyer, donc ça c'est un petit peu particulier, et 10 la carrière, le tout au sens final, but atteint, réalisé. Triplicité des concours évolutifs, maison 3, 7, 11. En bref, 3 est la maison des proches, 7 celle du conjoint, 11 celle de tous les autres, de la société humaine. Et le tout, c'est-à-dire ces 3 maisons, au sens contributif, concourt à apporter au dynamisme des maisons 1, 5 et 9. Et enfin, triplicité des obstacles, maison 12, 4, 8. D'un mot, 12 représente les entraves diminuant le dynamisme individuel, 4 l'ascendance, obstacle au dynamisme 5 qui crée la descendance, et 8 la mort, obstacle au progrès de l'humanité qui perd par la mort ceux qui la font avancer. Voilà, donc
Je vous invite à découvrir ces textes là aussi de façon plus détaillée. Vous retrouverez tout ce que nous avons vu amplement développé, puisqu'il y a eu une diapositive par chapitre, donc automatiquement le texte est quand même un petit peu plus important, dans ce livre que je vous ai présenté au départ. Je récapitule donc en 2 mots. Les maisons s'approchent par triangle pour véritablement se comprendre sans qu'il y ait besoin ensuite de réciter un catéchisme avec maison 1, maison 2, maison 3, maison 4. Quand vous regardez le cycle solaire, eh bien, le lever du soleil évoque la naissance, le milieu du ciel, la culmination évoque la pleine action, le descendant évoque le déclin, et puis progressivement la mort, et le fond du ciel, c'en est dans les choses souterraines. Les états posthumes, d'ailleurs, y voyaient déjà les anciens Grecs. Comme dans tout ce qui existe, il y a une dynamique qui reste sous forme d'un germe actif avec une cause et une cause qui agit par deux mains, une main féminine, une main masculine qui nous travaille et qui travaille le monde comme le levain fait lever la pâte, eh bien chacun de ces 4 angles génère 2 maisons. Et nous avons donc de, de l'ascendant qui représente la vie, les maisons de la vie en soi, la vie en Dieu, par ses enfants. Nous avons, partant du, nous avons, partant du milieu du ciel, eh bien, les maisons de l'action, donc, et maison 10, enfin, les biens qui sont immatériels, ouais, et puis les biens vivants, maison 6, les biens matériels non vivants, maison 2, donc triangle de la réussite entre guillemets sociale et des biens. Et puis nous avons le triangle des relations qui part de la maison 7. Et eh bien, il y a la vie conjugale, il y a les relations du sang, frères et sœurs, etc., cousins, cousines, et puis il y a les relations amicales, c'est-à-dire toutes les autres relations prises globalement. Et enfin, il y a les obstacles auxquels nous nous heurtons, qui sont notre ascendance, fond du ciel, et puis les maisons qui sont générées, c'est-à-dire les obstacles dans la vie, quand on a des maladies qui nous atteignent, et ainsi de suite, maison 12, et puis pour la maison 8, évidemment, la mort. Je vous remercie pour votre patience et comme vous le verrez, petit à petit, l'approche des maisons par triangle va s'imposer dans la vie astrologique et vous saurez que ce petit livre qui est fort ancien, enfin dans sa version en latin, eh bien, y était pour quelque chose et vous aurez découvert la cabale des 12 maisons, c'est-à-dire cet enseignement sous-jacent et oublié, perdu, qui ne se disait plus concernant leur logique propre. Donc c'est bien sûr disponible aux éditions Spiritualité occidentale. Au revoir.